Voilà, tout le monde est bien installé, tout le monde a pu scanner le QR code, vous êtes encore en train de remplir vos questionnaires, ce n'est pas un problème. On va commencer cette soirée, bonsoir. Voilà, ça fait 97 ans. 97 ans depuis que l'Université de Neuchâtel, plutôt l'un de ses scientifiques, avait reçu le prix Marcel Benoît. Donc on est vraiment content de vous revoir ce soir parce qu'on n'est pas sûr de vous revoir encore une prochaine fois s'il faut attendre à nouveau 97 ans. Alors vous connaissez l'histoire évidemment. Le premier lauréat et unique jusqu'à l'année passée, lauréat du prix Marcel Benoît, c'était un certain Émile Argan qui était géologue. La géologie qui est d'ailleurs, je dirais, l'ancêtre de notre faculté des sciences, puisque au début, vous savez que l'université de Neuchâtel était dans le bâtiment principal, qui était juste par là. Et puis un jour, l'université s'est retrouvée à l'étroit, et c'est l'Institut de géologie qui a été le premier institut à s'échapper du bâtiment principal et aller s'installer là-haut sur la colline du Mail, dans l'ancien pénitencier où se trouve maintenant la faculté des sciences. Et puis la faculté des sciences aujourd'hui se trouve rue Émile Argan, qui est la rue dans laquelle Ted Terlings, donc notre deuxième lauréat dans l'histoire du prix Marcel Benoît, Ted Terlings a son bureau aujourd'hui. Alors c'est moi qui vais animer cette soirée. Et puis, donc 97 ans plus tard, ça valait quand même bien une conférence. On est ravis de l'organiser. Et pour vous souhaiter la bienvenue ici à l'Université de Neuchâtel, je passe la parole à notre recteur, Kilian Stoffel. Voilà, bienvenue à l'Université de Neuchâtel. Alors, c'est cet automne qu'on a appris avec beaucoup de bonheur que Ted Terlings avait reçu le prix Marcel Benoît. Et maintenant, on a l'occasion d'organiser la première conférence dans ce cadre-là avec la Fondation Marcel Benoît et pour avoir une conférence du lauréat de ce prix de cette année-là. Alors, pour cette occasion, j'ai le plaisir de saluer Madame Decour, la présidente du Grand Conseil neuchâtelois, Monsieur Facchinetti et Monsieur Moruzzi, les deux représentants de la ville de Neuchâtel. Alors, on a l'occasion d'accueillir trois grands amis de l'université. Merci beaucoup de votre présence. En plus, j'aimerais aussi saluer particulièrement la présence de Monsieur Coelho, qui est le président, Didier Coelho, qui est le président de la Fondation Marcel Benoît. Merci aussi de votre présence et merci beaucoup à vous tous et toutes pour votre présence pour cette conférence-là. Alors, si j'aimerais vous dire ou si je devrais vous dire quelques mots sur Ted Terlings, alors je pourrais dire en bref, c'est un farceur. Peut-être ce n'est pas dans le premier sens du terme, mais l'institut dans lequel il travaille, il s'appelle FARCE, F-A-R-C-E. Alors, ça veut dire quand même un petit peu quelque chose d'autre, c'est Fundamental and Applied Research in Chemical Ecology. Ce n'est pas tout à fait la même interprétation, mais voilà, ça c'est l'institut dans lequel Ted Terlings mène ses recherches, justement comme c'était expliqué sur la colline du Mail. Et peut-être j'aimerais un petit peu insister sur ce phénomène-là, parce que, bien sûr, aujourd'hui, on honore une personne absolument exceptionnelle, mais dans le même contexte, il ne faut pas oublier que cette recherche se fait toujours dans tout un écosystème. Et à l'Université de Neuchâtel, on a une longue tradition dans les sciences naturelles, comme c'était aussi mentionné. Elle date de plus d'un siècle. Et il y a à peu près une vingtaine d'années en arrière, il y avait un pas assez important au niveau de l'université qui allait dans cette direction-là. C'était la création d'un pôle national de recherche ensemble avec le Fonds national. Et c'était un pôle de recherche qui étudiait la survie des plantes. Et c'est dans ce contexte-là, premièrement, Ted Terlings, il a dirigé ce pôle-là entre les années 2008 et 2013. Et voilà, ça lui a permis de continuer la recherche qu'il avait commencée il y a encore quelques années de plus en arrière aux États-Unis. Et c'est aussi un élément important à mentionner. À ce moment-là, il a aussi participé à la création d'une infrastructure, une infrastructure de recherche qui a aujourd'hui une importance nationale. C'est la plateforme neuchâteloise de chimie analytique. C'est quelque chose qui existe et qui sert tous les chercheurs en Suisse dans ces domaines-là. Et tout ça, j'aimerais juste un petit peu insister pour vous dire, OK, on fête un scientifique, on fête un prix,
Et ça, on fait juste au moment, alors ça c'est grand plaisir pour Neuchâtel, où on est dans une phase de lance et on devient copilote, si on peut appeler ça comme ça, d'un autre centre national au niveau de la recherche, c'est cette fois au niveau de l'évolution de la langue, de nouveau en collaboration évidemment avec le Fonds national. Et tous ces éléments-là, si on les voit, ils ne sont pas possibles sans le soutien de la Confédération, Fonds national, toutes les créations. En même temps, il y a d'autres discussions qui sont aussi assez importantes à ce moment-là. C'est les politiques à Berne sont en train de décider comment ils vont soutenir la science dans les 4 années qui viennent. Je pense que c'est vraiment une occasion de mentionner ça. Et je pense que c'est aussi un exemple, c'est le prix de ce soir, de montrer à quel point ces cercles peuvent être vertueux dans le contexte si tous les partenaires jouent le jeu là-dedans. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un environnement très, très favorable. Alors, dans quelques moments, vous allez entendre, pas probablement, vous allez entendre la personne pour laquelle vous êtes venu. Vous allez voir quelques exemples de projets dans ce domaine-là. Et c'est aussi quelque chose qui est impressionnant dans ce contexte-là, c'est avec quelle efficacité la Fondation Marcel Benoît peut mettre le viseur sur ce genre de projet. Alors encore une fois, un grand merci à la Fondation Marcel Benoît pour organiser ça. Merci beaucoup à la Fondation et bravo à TED. Merci beaucoup. Merci au recteur Kilian Stoffel, donc, qui a aussi mentionné les représentations officielles. Il faut aussi que je vous mentionne les personnes officielles qui ne peuvent pas être là ce soir, notamment le Conseil d'État neuchâtelois qui s'excuse puisqu'il avait de longue date une séance prévue incorporée et donc n'a pas pu déléguer l'une ou l'un de ses représentants. Et puis mention aussi du Conseil national côtier qui aurait bien voulu être là ce soir mais qui malheureusement n'est pas disponible et qui s'excuse. Alors voilà. Ça a été mentionné, le prix Marcel Benoît, c'est un prix important, c'est ce qu'on appelle aussi souvent le prix Nobel suisse, vous l'avez certainement entendu dire. Alors là maintenant je vais appeler sur scène quelqu'un qui n'a pas le prix Nobel suisse, mais qui a le prix Nobel tout court, c'est le président de la Fondation Marcel Benoît, monsieur Didier Queloz. Merci. Chers représentants des autorités, chers membres du rectorat, chers collègues, cher public, cher TED, c'est avec un immense plaisir que je me joins à vous ce soir à l'occasion de cette conférence publique du professeur Ted Turling. Ted Turling, comme ça a été dit, est le lauréat du prix Marcel Benoît 2023. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce prix, chaque année, la Fondation Marcel Benoît, que j'ai le privilège de présider, décerne un prix scientifique d'excellence en alternance dans 3 domaines, le domaine des sciences naturelles, le domaine des sciences de la vie, biologie, médecine, le prix qu'a obtenu M. Turling, et le domaine des sciences humaines et sociales. Le prix est décerné depuis plus de 100 ans. Il est considéré comme un prix majeur et comme ça a été dit quelquefois comme l'équivalent du prix Nobel suisse, dans la mesure où il célèbre des travaux qui sont novateurs et qui participent à l'amélioration de la connaissance par un chercheur ou une chercheuse d'exception. Le prix voulu par son mécène, qui porte son nom, M. Marcel Benoît, a comme but de vraiment célébrer l'accomplissement d'une personnalité de la recherche suisse, mais également de promouvoir très largement l'excellence et le rayonnement des travaux qui sont effectués, soutenus par les institutions ainsi que par la Confédération à travers le Fonds national. C'est dans cet esprit que la Fondation Marcel Benoît a décidé de mettre en place une série de conférences pour aider à ce dialogue entre la science, que nous célébrons par son prix, avec le public de façon large. La conférence que vous aurez le plaisir d'entendre ce soir, c'est la première j'espère, une longue série fructueuse que nous initions et vraiment, je m'en réjouis d'avance. À ce titre, je tiens vraiment à remercier chaleureusement l'Université de Neuchâtel pour le travail d'organiser cet événement ainsi que leur support et bien sûr TED, qui, aussitôt que je lui ai parlé de l'idée de créer cette conférence, sans aucune hésitation, nous a dit qu'il était prêt à la faire
et qui serait heureux de partager largement son aventure scientifique, ainsi que, je pense, les résultats qui sont très spectaculaires de sa recherche. Donc, sans plus attendre, je pense qu'il est temps d'apprécier la richesse et l'impact pour notre société des travaux de Ted Turling. Je vous laisse en ses mains. Merci, messieurs, dames. Oh. Quel honneur de recevoir ce prix et quel honneur de me donner cette opportunité de vous présenter la recherche qu'on a faite et qu'on est en train encore de faire. Un petit peu de patience pour me trouver ma présentation, voilà. On va parler de la langue des plantes, langage des plantes, et je vais commencer comme ça. Bonsoir. Alors, ça, je vais insister avec cette diapo. Je veux souligner l'aspect de notre communication ou le bruit que je fais avec mon bouche. Et l'aspect visuel, ça suffit pour nous de comprendre ce que je veux dire. Même malgré le fait que mon français est toujours nul, comme mon fils me dit. À la fin de cette présentation, je pense que vous avez plus ou moins compris ce que je veux vous dire. Et pour ça, vous avez seulement besoin de vos oreilles et des yeux. Vous n'avez pas du tout besoin de me sentir. Alors ça, c'est la grande différence avec beaucoup des autres organismes. Ça, c'est l'idée de cette présentation. Je vais vous convaincre que l'odeur, la communication avec l'odeur est extrêmement importante pour plusieurs animaux. Et pour les personnes ici dans le public qui ont un chien, qui savent ça déjà. Les chiens, ils ont aussi des oreilles assez bien, mais ils utilisent beaucoup plus leur nez que nous. Et ça, c'est vrai pour la plupart des autres organismes. Et ça, c'est aussi vrai pour l'organisme de laquelle je vais vous parler. Parmi les mammifères, c'est l'éléphant, en fait, qui a la capacité, un odorat le plus impressionnant, le meilleur développé, mais aussi les oiseaux, surtout les vautours, les poissons, les très petits animaux dépendent complètement de détection de substances chimiques. L'odeur, c'est un mélange de substances chimiques. Ça, c'est un nématode. On va parler de nématode un peu plus après aussi. Même les micro-organismes, les bactéries et même les vers, ils communiquent entre eux avec des substances chimiques. Et même les plantes, ils ont de capacité de percevoir l'odeur. Ça, c'est en fait un aspect de notre recherche, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas de me demander ça. Alors, la chimioréception est le seul sens qu'on trouve en fait dans tous les organismes, olfaction, gustation. Et chez nous, c'est le nez et la langue qui est impliqué, clairement. On a cette bulbe olfactive ici, avec un certain nombre de récepteurs, on va voir ça, combien, et avec ça, on peut détecter des odeurs. Et avec notre langue, on peut aussi goûter des choses, mais c'est relativement limité avec ce qu'on fait avec notre langue. C'est le salé, sucré, amer, acide, umami, c'est le goût de sauce de soya. Ça, c'est qu'on peut goûter, mais le vrai goût, en fait, c'est aussi fait avec le nez, avec notre odeur, l'odeur qu'on apprécie. Les chiens, ils sont beaucoup plus capables de faire ça. Nous avons environ 5 millions de récepteurs dans cette bulbe olfactive. Les chiens, 300 millions. Et il y a des gènes impliqués, 400 chez nous, 1100 chez les chiens. Et parmi ces 400 gènes chez nous, il y a énormément de variabilité et il y a pas mal qui ne fonctionnent pas du tout chez tout le monde, ou il y a certaines fonctionnent seulement pas chez certaines personnes. Il y a énormément de variabilité et ça, c'est clairement différent que l'odorat du chien qui est
10 jusqu'à 100 000 fois plus performants supérieurs que nous. Ils sont beaucoup mieux que nous. Et chez nous, cette capacité de sentir, cette capacité olfactive est extrêmement variable. C'est pour ça que j'ai fait ce petit sondage. J'espère que vous avez eu la chance de répondre à ça. On va voir maintenant vite si ça joue. Le résultat de ça. J'espère que ça a marché. Oh non, on a seulement 5 réponses. Alors, ça n'a pas forcément joué comme je voulais. Peut-être après, on peut reload the page. On va essayer de recommencer avec ça. Et peut-être ça marcher. Désolé, ça n'a pas marché comme il faut. Alors, il y a 2 personnes qui ont choisi la banane, très au début. La chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on est très variable. On voit ça. Comment on préfère le fruit ici, ça c'est une chose. Et ça, c'est aussi dépendant de l'odeur du fruit. C'est pas seulement ça, il y a aussi la culture, l'habitude, l'apprentissage, tout impliqué ça. Même avec le vin, malheureusement, peut-être à la fin, on peut voir le résultat final de votre réponse aussi. Mais on est aussi très variable à ce niveau-là. On a aussi il y a des personnes qui détestent le chou Bruxelles, il y a des personnes qui l'adorent. Et on va juste après essayer d'expliquer ça. Et un favori exemple de ça, c'est l'odeur d'urine après manger les asperges. On revient maintenant à la présentation PowerPoint pour juste expliquer un petit peu ça. Hop, hop. Alors, le vin, la préférence pour le vin, c'est aussi en grande partie déterminé par notre génétique. Et on a identifié par nous, des autres scientifiques, qui ont identifié le gène HLA-DOA, qui impliquait ça, et c'est un gène qui est variable. Certaines versions de ce gène, si vous avez ça, vous préférez surtout le vin blanc, et si vous avez une autre version, le vin rouge. Très joli exemple, c'est aussi avec le chou Bruxelles. Ça, c'est plus le goût qu'on fait avec la langue, mais aussi partiellement qu'est-ce qu'on fait avec le nez. Cette gène-là, le TOS2R38, c'est impliqué dans l'apparition pour la détection de cette molécule qu'on voit ici, phénylthiocarbamide. Cette molécule, si vous avez la version double fois le PAV, c'est homozygote, vous avez 2 versions de cette gène, si sont 2 fois cette PAV, quand vous goûtez cette molécule, c'est très amer. Quand vous êtes PAV AVI, le 2, hétérozygote, c'est toujours amer, mais beaucoup moins amer. Et quand vous avez le gène 2 fois AVI, vous ne le goûtez pas du tout. Et ça, c'est une raison pourquoi certaines personnes apprécient le chou Bruxelles, des autres pas. Dernier exemple, assez intéressant aussi, c'est cette odeur d'urine. Pour les personnes qui le perçoivent, savent exactement de quoi je parle. Et il y a des autres qui pensent que c'est bizarre de cette question-là, pourquoi ils demandent ça. Mais c'est à cause de cette molécule ici, acide asparaglucique, qui est dans l'asperge, et quand vous le mangez, après, dans votre corps, ça se décompose dans plusieurs molécules, parmi les 2 qu'on voit ici, et aussi des autres, qui ont un atome sous vide dans la molécule, notre nez est très sensible à ça, ou pas tous le nez, entre 30 jusqu'à 5% de personnes qui le perçoivent, et ça c'est de nouveau à cause d'un certain gène qu'on trouve sur le chromosome 1, juste à la fin de chromosome 1. Si vous avez une version, ça pue, au moins vous sentez quelque chose dans votre urine, c'est déjà après 10-15 minutes après manger d'asperges, c'est très très fort. Ok, ça c'est tout pour dire chez l'homme, la fonction est
pas forcément important parce que soit si vous ne sentez pas ou soit vous le sentez, oui, ça n'a aucune conséquence pour votre survie, votre capacité de se reproduire. Ça, c'est différent pour les autres. Nous sommes en fait beaucoup plus orientés vers la vue, juste encore une fois, pour comparer avec les chiens ne sont pas très bien à voir de couleurs. Comme nous, ils voient très bien des objets, mais la couleur, c'est complètement différent. La plupart d'entre vous voyez sûrement les différences. On a un spectre de différentes couleurs qui est beaucoup plus important que chez les chiens, sauf les personnes ici daltoniennes. Et parmi nous, il y a au moins 5% de personnes qui ont une certaine version de daltonisme. Alors, ça veut dire, le papagaï, on le voit très joli, rouge et jaune, là, et bleu. Le chien, vous ne voyez pas du tout le rouge, en fait. OK, ça n'a rien à voir avec notre recherche, sauf que ça implique un petit peu la détection et des odeurs. Et c'est un aspect, une raison, la fonction qui n'est pas importante chez nous, c'est une des raisons pourquoi ce type de recherche, d'écologie chimique qu'on fait nous-mêmes, ce n'est pas si populaire qu'il faut, en fait. Et si on fait des études avec des insectes comme nous, on sait que l'odeur pour eux, comme la plupart des autres organismes, sauf l'humain, c'est extrêmement important. Pour les insectes, très, très important. Qu'on voit ici, c'est un papillon de nuit, une mâle, avec une antenne extrêmement bien développée, juste pour détecter, en fait, des phéromones sexuels produits par la femelle. Et ils peuvent le détecter avec cette sensilla qui se trouve sur les antennes, des trucs microscopiques, les détails, je ne vais pas vous parler, mais ça lui donne la possibilité de détecter juste quelques molécules à une distance de plusieurs kilomètres et suivre cette odeur pour trouver la femelle. OK, quand on parle de longue distance, voilà, c'est moi qui ai déménagé depuis Hollande, je suis d'origine des Pays-Bas, où j'ai étudié à l'université de Leiden University. J'ai étudié la biologie, logiquement. J'ai décidé de faire l'aventure pour faire ma thèse, mon doctorat, à l'université de Floride, à Gainesville, Floride. Et là-bas, j'ai commencé ce travail lié à ce prix Benoît. Et ça, c'est le groupe de recherche que j'ai commencé comme un doctorant très sérieux, c'est moi, tout à droite, très sérieux doctorant dans le groupe de Jim Tomlinson, ici avec la barbe, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans. Une des plus fameux écologistes chimistes du monde. Et dans ce groupe, j'ai appris tout ce que je sais maintenant d'écologie chimique avec toutes ces personnes extrêmement compétentes dans cette équipe. Et j'ai commencé à travailler avec les guêpes parasitoïdes. Les guêpes parasitoïdes sont des petits guêpes qui pondent leurs œufs dans des insectes. Et on voit ça dans ces petits films. Ça, ce n'est pas exactement le guêpe avec lequel j'ai travaillé, mais ça, c'est un joli film fait par Thomas Daigle. Il pond un œuf dans cette chenille, et de cet œuf, il sort un petit larve qui va commencer à manger l'insecte. Et à la fin, il y a un autre guêpe qui sort, et ce n'est pas un papillon qui sort. Ça, c'est pas bien pour le chenille, mais c'est très bien pour la plante, parce que les chenilles arrêtent de manger, et c'est très bien pour les agriculteurs. Le type de parasite de lequel j'ai travaillé, c'est celui-là, qui pond les œufs dans des ravageurs extrêmement importants, comme le Spodoptera exigua, de laquelle on va parler plus tard. Ce sont des insectes qui, à l'époque, ont fait pas mal de dégâts sur le plant de maïs, cette
plante de maïs, c'est notre plante modèle. Mais tout ce que je vais rencontrer de laquelle je vais parler, c'est aussi valable pour les autres plantes. Et l'idée, la question, ma tâche pour le doctorat, c'est de trouver le mécanisme par lequel le guêpe trouve leur hôte. Comment il trouve le chenille pour pondre des œufs. L'idée, c'était, si on comprend ça très bien, on peut peut-être améliorer la situation dans le champ de maïs pour augmenter leur efficacité de trouver des chenilles, parce qu'on parle ici de lutte biologique. La lutte biologique, ça veut dire de moyen de lutte biologique pour tuer et diminuer la population de ravageurs dans le champ. Alors, on a sûrement eu déjà l'idée qu'ils utilisent l'odeur, comme la plupart des insectes, mais on pensait que peut-être c'est surtout le chenille même ou le crotte de chenille qui est attractif, qui produit une odeur. Alors ça, c'est commencer de tester dans un tunnel de vol. Ça, c'est devant moi, avec des cheveux, encore. Et tester dans ce tunnel de vol qu'est-ce qui attire le guêpe de cette complexe, la plante avec le chenille dessus. Et le complexe, c'est en fait la plante blessée, le chenille même et le crotte de chenille. Tous potentiellement une source d'odeur que les guêpes peuvent utiliser pour trouver leur hôte. Alors j'ai après pris chacun, pris seulement le chenille, seulement le crotte, seulement la plante blessée, et testé ça dans ce tunnel de vol. J'ai créé quelque chose high-tech, alors un petit truc comme ça. On pousse un petit peu d'air dans un tube en verre où on peut mettre le chenille, la plante ou le crotte, ou un mélange de deux, un tissu ici pour créer une plume d'odeur à cet côté du tunnel de vol. Et à l'autre côté, ici, on relâche le guêpe et on va voir qu'est-ce qu'ils vont choisir. On a deux tubes, une à côté de l'autre, pour voir quel est le plus attractif. Ici, on voit la réponse de guêpe. Alors ça, c'est des photos non digitales. Hein. Ça a pris quelques heures pour arriver à ça. Et beaucoup de rouleaux de films, les personnes un petit peu plus âgées que moi, ou plus âgées savent de quoi je parle. Ce n'est pas du tout évident de prendre ces photos. Alors, ça, c'est la réponse assez simple de cette expérience, mais ça a pris pas mal de temps pour en fait convaincre le guêpe de faire une réponse, parce que ça dépend de l'humidité, de la lumière et tout ça dans ce tunnel de vol. Mais finalement, on a obtenu des résultats super intéressants. Un diapo de l'époque, encore en anglais, pour vous montrer quand on a des plantes blessées par le chenille à côté de crottes de chenille, on voit que la plante est beaucoup plus attractive. Et on met le chenille à côté de crotte. Le deuxième ici, c'est le crotte qui est plus attractif, mais on voit aussi une grande part de guêpes qu'on a testés, la plupart, presque la moitié, ils n'ont pas fait un choix. Et finalement, qu'on on peut attendre, c'est la plante blessée qui est beaucoup plus attractive que le chenille même. Alors ça, c'était les premières indications du rôle de la plante dans cette interaction. Et ça, c'était un résultat super intéressant, une expérience relativement simple, mais super intéressant. Alors ça, c'est la même photo, mais un peu plus foncée. Ça paraît que ce guêpe est attiré par le chenille, mais une seconde après, c'est en fait, elle se pose sur la plante dans l'endroit où on trouve la blessure, où la plupart des volatiles, la substance de l'odeur est émise. C'est vraiment la plante qui attire au premier bout. Après, ils vont marcher sur la plante. Avec l'antenne, ils vont toucher encore le chenille, alors aussi le choix de chenille qui est là, pour identifier que c'est de bonne espèce, et ils vont pendre l'œuf dedans. L'odeur de plante, ça a attiré le guêpe, et après, on va se intéresser pour cette odeur. Comment on peut maintenant identifier cette odeur? Comment on peut voir quelles sont les substances les plus intéressantes pour le guêpe? Et pour ça, on a développé une méthode pour
pour attraper, collectionner le volatile est mis par la plante dans une bouteille de verre comme ça. Il faut travailler très très proprement pour assurer qu'on n'attrape pas de molécules volatiles dans notre part. Un tube, un téflon pour pousser l'air dedans. Et ici, on aspire. On aspire dans un filtre qui contient une poudre extrêmement absorbante. C'est un polymère qui va attraper la molécule qui est émise par la plante. On a comparé logiquement la plante saine, sans chenille, et une plante qui est blessée par la chenille. Et si après 2 heures de collection, on peut rincer ce filtre avec un solvant, et après on a l'odeur dans un liquide, dans un petit vial. Avec cette odeur de substance volatile dans une solution, on peut faire des analyses. Et ici, c'est un des appareils avec lesquels on travaille. Ça s'appelle un gaz chromatographe, un chromatographe de gaz en français. Ici, connecté à un petit spectre de masse pour en fait séparer une molécule de l'autre. Dans chaque odeur, il y a un mélange de différentes substances. Et c'est Ivan Hilpont qui a fait sa thèse avec nous à l'époque, qui travaille maintenant pour Agroscope, qui a fait cette petite animation. Il faut s'imaginer, il y a 3 types de molécules dans cette odeur. Dans ce cas-là, normalement c'est beaucoup plus, mais juste pour l'illustrer, un bleu, un vert et un rouge. On peut après injecter ça dans une colonne qui se trouve dans cet appareil. En fait, c'est un four à l'intérieur. C'est un très très fin tube, une colonne, un très très fin tube qui a une couche à l'intérieur qui va attraper et relâcher de nouveau la molécule, dépendant de la température qui est dans cette four. Et lentement, on augmente la température jusqu'à 300 degrés et on pousse avec un gaz la molécule dedans. Et parce qu'ils ont une différente affinité pour cette couche dans la colonne, ils vont se séparer une à l'autre. Et après, quand ils sont dans le détecteur, à la fin de cette colonne, on obtient sur l'ordinateur un pic. J'espère que c'est plus ou moins clair. Dans cette colonne, les différentes molécules vont se séparer et c'est relativement important de comprendre le résultat à la fin. C'est quelques pics qui indiquent quelle molécule on a. La taille de cette pic, c'est une information sur la quantité de volatile qu'il y a dedans et le moment que ça sort de cet appareil, ça indique aussi quelque chose sur la taille de molécule. Mais pas beaucoup plus que ça. Il faut des autres appareils pour identifier la molécule. Et ça, je ne vais pas vous expliquer en détail parce que ça, c'est pour moi-même un peu trop compliqué. Il faut dépendre aussi de chimistes. Alors ça, ce sont les résultats qu'on a obtenus à l'époque. Alors, il y a déjà très longtemps qu'on sait maintenant ça, qu'il y a cette différence énorme entre une plante non blessée, c'est le chromatogramme B, et une plante blessée, chromatogramme A. Et j'espère que vous voyez que la différence, il y a 2 pics qui sont similaires, mais qui ne comptent pas. Alors ça, c'est IS1 et IS2. Ce sont des substances que nous avons ajoutées nous-mêmes. C'est internal standards, standards internes, que sont des substances à référence. Quand on ignore ces substances-là, on se réalise qu'il n'y a presque aucune odeur produite par une plante saine, pas blessée, et une odeur en fait très, très forte par la plante blessée par la chenille. Nous, on peut le sentir aussi facilement. Ça a pris plus qu'une année pour identifier chaque substance. Aujourd'hui, on peut faire la même chose dans 2 jours, mais ça, c'était pas si facile à l'époque. Les premières 4 substances, ce sont des substances qu'on sent aussi quand on va aller avec la tendance dans notre gazon. Prochaine fois, sentir ça et ça vous dit que ce sont les 4 substances ici qui sont dominantes dans cette odeur-là. Ça sont des substances qui sont immédiatement émises par une plante quand elle est blessée.
Plus intéressant sont les autres substances qui, on va voir, ne sont pas émises immédiatement et sont émises après quelques heures et par toute la plante. Pour l'expert dans le public, ce sont surtout des terpénoïdes, des monoterpènes, des sesquiterpènes. Et le pic numéro 7, ça c'est une substance aromatique indole qui en fait est extrêmement important aussi pour la communication entre la plante maïs, de laquelle je ne vais pas parler aujourd'hui, mais ça c'est aussi un aspect de type de recherche qu'on fait. On s'est demandé après, est-ce que cette odeur est aussi produite par une plante si on le blesse nous-mêmes un petit peu? Ça, ce n'était pas le cas. Un petit peu, on voit la même substance, surtout la substance de volatile de feuille vert, les premières 4 substances qu'on a vues, le premier 5. Mais il faut en fait ajouter à cette blessure le crachat de chenille. Si on l'embête un petit peu, il crache et on peut mettre ça sur la surface. Et si on fait ce traitement, on va obtenir plus ou moins la même odeur qu'on obtient quand les chenilles eux-mêmes mangent sur les feuilles. Et moi, j'ai fait ce traitement et mis ça dans un autre système pour attraper la molécule. C'est le même principe, un peu plus grand ici, où on peut mettre plusieurs filtres en même temps autour de la plante. Alors ici, le vue à côté, ici, quand on voit dessous. Plusieurs filtres et on peut changer le flux d'air chaque demi-heure pour suivre le changement d'odeur pendant une certaine période. Okay, on fait ce traitement, met cette plante immédiatement dans le système pour attraper le volatile et après, chaque demi-heure, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et on ne va pas si joli comme normalement. Alors ça, c'est incompatibilité MEC-PC. Mais le pic ici, vous voyez, maintenant c'est 1 jusqu'à 5. Le volatile de feuille vert, la substance immédiatement émise par la plante. Et ça, après quelques heures, on ne le voit plus parce qu'il y a seulement une fois une blessure. Quand c'est un chenille qui mange, c'est continuellement émis aussi. Mais les autres substances, ça c'était l'aspect extraordinaire, c'est que les autres substances sont seulement émises après quelques heures. Et ça prend environ 8 heures où le maximum de cette substance sont émis. Ça veut dire que la plante réagit, elle perçoit quelque chose dans la salive ou le crachat de cette chenille et va commencer de produire cette odeur. Et ça, on peut s'imaginer, c'est une version de communication avec une odeur. Juste avec un petit cartoon, je vais encore montrer ça. Si avant le chenille commence de manger, on attrape l'odeur, il n'y a presque rien. Pas de blessure, pas d'odeur. Le seul que l'on voit ici sont les substances que nous avons ajoutées. On attrape la première heure ou demi-heure, on voit les substances de volatile de feuille vert, qui sont émises directement de la blessure, pas de l'autre endroit de la feuille. Et après plusieurs heures, ça c'est après 16 heures, on voit toutes les autres molécules qui sont synthétisées activement par la plante et sont émises dans grande quantité, pas seulement sur l'endroit avec la blessure, mais aussi les autres feuilles, même les feuilles qui ne sont pas blessées. Et ça, c'est utilisé par le guêpe pour le trouver, cette chenille. Et c'est aussi, en fait, utilisé par la plante voisine pour se préparer pour une attaque. Ça, c'est un autre aspect de recherche. Alors, encore une fois, cette guêpe parasite, une autre guêpe, est juste pour montrer qu'une réaction de défense, c'est de cracher chez les chenilles. Ça, c'est idéal pour nous, parce que comme ça, on peut aussi collectionner cette crachat pour faire plus d'expérience avec. Parce que maintenant, on veut sûrement, quand on est écologie chimiste, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette crachat qui déclenche cette réaction dans la plante.
J'ai aussi joué un petit peu avec les systèmes et trouvé que ce n'est pas nécessaire de blesser les feuilles. On peut juste couper une petite plante de maïs et mettre cette plante dans une solution, l'eau avec un petit peu de ce crachat dedans, laisser ça incuber pendant 12 heures et comparer ça avec une plante qui était incubée dans un vial avec juste de l'eau. Et après 12 heures, on voit qu'il y a toute la plante va de nouveau émettre tous ces volatiles qui sont induits. Pas le volatile de feuilles vertes, pour ça il faut blesser les feuilles, mais toutes ces substances qui sont activement produites par la plante, après elle détecte une ou plusieurs substances dans le crachat. Et si on prend les deux plantes qui n'ont pas de blessure sur les feuilles, on les met dans un tunnel de vol et donne le guêpe de choix entre eux, on voit la plupart des guêpes vont choisir pour ces plantes-là qui émettent ça. Alors ça, c'est vraiment clairement un signal émis par la plante, un signal odoreux émis par la plante qui attire le guêpe. Moi, j'ai en fait à l'époque isolé la substance qui est responsable pour ça. Le détail, je ne vais pas vous l'aller. Et après, laisser ça à un chimiste. Aux États-Unis encore, moi j'ai parti pour la Suisse. Et il a identifié, ça a pris aussi pas mal de temps, identifié avec des collaborations avec des autres, cette substance et on a donné le nom volécitine. Ça, c'est la substance qui est dans le crachat, qui est perçue par la plante, il va entrer soit dans la tige, soit dans une blessure, la plante, et ça déclenche une réaction. Il y a des gènes qui sont exprimés. La plante commence à produire des substances de défense qui sont peu toxiques pour la chenille et a commencé à produire cette odeur et comme ça attirer les guêpes. Alors, j'ai parti pour la Suisse. J'ai passé 3 ans à Zurich, mais beaucoup plus joli, Neuchâtel. J'ai travaillé après ici et maintenant plus que 25 ans déjà ici, où on a fait continuer ce type de recherche. Et dans la jolie ville de Neuchâtel, on s'est installé et on a commencé, en fait, j'ai commencé encore dans l'ancien bâtiment après 2 ans, dans cet vrai, très joli bâtiment où on a des collègues super sympas qui ont aidé nous avec plusieurs choses pour arriver à cette recherche qu'on fait aujourd'hui. Alors, tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, c'est dans le passé, c'est en fait la raison pourquoi j'ai reçu ce prix, mais aussi parce que je vais continuer avec certains aspects de recherche pour trouver de nouvelles stratégies pour lutter contre de différents ravageurs. On travaille surtout toujours avec le maïs extrêmement important pour sécurité alimentaire dans tout le monde. C'est le 2e plus important céréale, quelquefois on dit le 3e, mais riz, blé, maïs, ce sont les plus importants. Et on sait maintenant que le guêpe utilise cette information très spécifique produite par la plante. On a se demandé, pouvons-nous aussi utiliser cette information pour identifier quel ravageur est en train d'attaquer une plante. Et si on peut faire ça en temps réel dans le champ, on peut informer les agriculteurs et trouver une solution ou faire quelque chose immédiatement quand c'est nécessaire et seulement quand c'est nécessaire. Alors, l'idée, c'est un peu utiliser cette odeur spécifique qu'on voit ici dans le chromatogramme. J'espère que maintenant, vous avez aussi cet esprit maintenant que cette graphique, c'est odeur. On va l'utiliser comme empreinte ou barcode pour identifier qu'est-ce qui se passe par la plante. On sait déjà que chaque insecte fait un petit peu différent. Ça peut être la même substance, mais le ratio entre les substances peut être variable. Et l'idée, c'est à la fin, ça n'existe pas encore, ça c'est la future, à la fin, d'avoir des capteurs qu'on met sur un robot, comme ici, pour sentir la plante dans le champ et identifier le ravageur et le pathogène. En utiliser
cette odeur. On est en train toujours de tester plusieurs capteurs. On a 3. Je vais vous parler de 2 types dans lesquels on travaille. Une, c'est relativement petit et pas trop cher. C'est développé en fait en Suisse, Université Bâle, collaboration microtechnologie à Neuchâtel, et un groupe au Japon. À Japon, ils ont développé encore plus, ils sont prêts à commercialiser ça. Et nous, ils ont donné quelques appareils pour tester. Le principe, c'est, dans cet appareil, on a de très petits disques. Chaque disque a une couche de polymère, chaque disque un polymère différent. Et s'il y a une odeur de substance chimique, de volatile, passe sur ce disque, ils vont interagir avec cette polymère et le disque va se déformer. Cette déformation, c'est détecté par l'appareil et l'ordinateur et ça donne le signal qu'on voit ici. Ça, c'est des signaux quand on passe d'air humidifié, de l'air pur, de disque rouge. Il n'y a pas un rouge disque dedans, mais le signal rouge, c'est haut. Si on passe l'odeur de plantes blessées par la chenille dedans, on voit visuellement, sauf pour le daltonien peut-être, voit clairement une différence. Et ça, c'est la différence détectée aussi par l'ordinateur. Si on a fait ça maintenant avec plusieurs types de plantes, 2 types de plantes blessées par la chenille, 2 chenilles relativement proches génétiquement, chenille de la betterave, légionnaire d'automne. Le légionnaire d'automne, on va parler encore plus après, très important ravageur, et brûleur de feuilles de maïs, un pathogène, un champignon qui peut attaquer, et finalement la plante saine. Si on utilise cet appareil pour voir si on peut distinguer entre les 4, on obtient des résultats qui, dans le chiffre, disent rien, mais on peut utiliser des statistiques modernes, même de IA, pour analyser les résultats et arriver à un résultat qu'on peut visualiser les différences qu'on obtient, les distinctions. Alors ici, avec cette variété Delprim, il y a 2 variétés de maïs qu'on a testées, on peut même distinguer entre les 2 espèces qui sont génétiquement pas loin. Et on peut facilement distinguer l'attaque de chenille de plantes contrôle non blessées et plus ou moins aussi le pathogène, mais pas 100%. Et c'est un peu différent pour l'autre variété. Ça, c'est juste le début, pas beaucoup de réplicas encore, et sûrement il y a des variétés où on peut faire ça mieux. Alors, le résultat montre qu'on peut distinguer entre les 2 chenilles, au moins avec 88% de certitude. Et ça, c'est déjà très bien si on peut faire ça dans le champ, parce que même si on fait un petit faux, surtout de false positive, alors si on spraye un pesticide sur une plante qui n'est pas attaquée, ça ne fait pas de grand problème. Alors, mais c'est dans le labo, c'est seulement dans le labo, avec cet capteur, pour arriver au même résultat dans le champ, il faut changer encore des choses parce qu'ils sont très sensibles aussi au changement de température et d'humidité. Ça, c'est moins important pour cet appareil qu'on voit ici, le 2e capteur avec lequel on a travaillé, qui est produit en fait en Suisse par Tofwerk à Thun. Un appareil extrêmement large, très épaisse beaucoup et extrêmement cher. Alors, si ça c'est le détail pour les experts, on ne va pas forcément expliquer comment ça marche, mais avec cet appareil, on peut détecter des substances volatiles, des masses volatiles, en temps réel, immédiatement. Et ça, c'est fait avec, de nouveau, ces bouteilles. Dans le labo, on peut le faire. Et on a même fait ça dans le vrai, dehors de notre labo, avec l'appareil. Et
on voit ici Marine et Aruan en train de faire cette expérience. De nouveau, seulement faire avec peu de réplicas, mais on a constaté que même dehors, on peut détecter plantes blessées par la chenille, distinguer entre plantes blessées et non blessées. Ça sont des types de signaux qu'on obtient très très clairement, blessées, différents que plantes non blessées. Ça veut dire, je ne vais pas trop en détail, mais ça veut dire que l'odeur de plantes peut être utilisée pour identifier le ravageur et en fait en temps réel. Mais il faut que ça vienne un peu plus petit et plus bon marché. On est aussi en train de collaborer avec cette start-up entreprise EcoRobotics qui se trouve à Yverdon, pas loin d'ici, qui ont déjà construit cet robot-là. Ça, c'est un ancien modèle, mais je le trouve le plus cool qu'ils ont. Alors, c'est pour ça que je montre celui-là. Ça explique aussi très bien qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ils n'ont pas de capteur pour les odeurs, mais ils ont des caméras qu'on peut voir ici, pour identifier les mauvaises herbes dans le champ. Et après l'appareil a identifié les mauvaises herbes, il spraye un petit peu des herbicides avec le truc ici qu'on voit. Seulement sur le plan de mauvaises herbes et seulement quand c'est nécessaire. Ça, c'est diminuer déjà le besoin d'herbicides par 90%, ils disent. Et ça, c'est maintenant aussi l'idée pour nous. Si on peut faire quelque chose de similaire, capteur odeur, identifier plantes blessées par la chenille, sprayer quelque chose. Ça peut être l'insecticide, mais je vais parler maintenant d'une alternative. Et ça sont les nématodes. Les nématodes entomopathogènes, ce sont de très très petits vers qui sont des parasites des insectes qui vont pénétrer, normalement ils se trouvent dans le sol, ils vont pénétrer dans un insecte et ils introduisent en fait des bactéries qui portent avec. Les bactéries produisent une substance toxique qui va tuer l'insecte dans 1 ou 2 jours, très très vite, et les bactéries vont se reproduire. Les nématodes vont se nourrir avec des bactéries, aussi avec des tissus des insectes, se reproduire aussi les nématodes. Jusqu'à la fin, il y a des milliers de nouveaux nématodes qui vont sortir pour trouver un autre insecte. Et ça, on veut utiliser contre cet ravageur extrêmement important maintenant en Afrique, en Asie et bientôt aussi en Europe. Ça, en français, ça s'appelle la chenille légionnaire d'automne. Ça, c'est, comme vous voyez, cause énormément de dégâts. Ça, sont des photos d'Afrique. C'était trouvé en Afrique première fois en 2016. Après juste 2 ans, ça s'est dispersé par toute l'Afrique subsaharienne. Et 2018, première fois aussi trouvé en Asie, maintenant partout en Asie et même Océanie. Et juste récemment, ce n'est pas sur le plan qu'on voit ici, il y a quelques mois, c'est rapporté aussi de Roumanie. Bientôt aussi un problème pour la Suisse. C'est un papillon de nuit et la chenille cause énormément de dégâts. J'ai travaillé avec cet insecte quand j'étais aux États-Unis, ça vient des pays américains, hein. Ici en bleu, ça c'est l'origine. Là-bas, il y a pas mal d'ennemis naturels, guêpes parasites qui le tuent, alors c'est un problème, mais pas si grave que maintenant en Afrique et en Asie. Les chenilles commencent de manger dans le centre de la plante. Et quand ils sont petits, les dégâts, on ne peut pas voir jusqu'au moment que c'est en fait trop tard. On peut le sentir facilement, on peut le sentir avec notre nez et surtout avec notre capteur. Alors maintenant, en Afrique, ils utilisent énormément de quantités de pesticides, sans protection, des pesticides qui sont interdits ici. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour l'environnement et surtout aussi pour les agriculteurs et leurs familles. Et il faut des alternatives. Et maintenant, ça, c'est un autre projet, mais c'est lié
Alors, qu'est-ce que je vais vous parler de maintenant? On est en train de développer une méthode pour utiliser ce nématode dans une gel. Comme j'ai dit, les nématodes sont normalement dans le sol, mais on veut le mettre sur la plante pour tuer cet insecte extrêmement important. Juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec cet insecte, j'ai encore un petit film ici, avec un bille qui est aussi assez mou, mais ce n'est pas le gel de laquelle je parlais. On a commencé en fait avec des billes pour planter ça dans le sol, contre le ravageur dans le sol, mais on a aussi laissé cette ravageur légionnaire d'automne manger sur une bille comme ça. Ça, c'est le petit bille mou avec le nématode dedans. Si on ajoute un peu de jus de feuilles de maïs, les chenilles l'aiment beaucoup, ils vont commencer à manger, ils vont être infectés par le nématode, et ça prend seulement 2 jours et ils sont morts. Ça, c'est une chenille morte. Et dans cette chenille, les nématodes se reproduisent et à la fin, comme vous voyez, il y a de nouveaux nématodes qui sortent, qui sont prêts à tuer le prochain ravageur. Alors ça, c'était l'idée d'utiliser ça dans le champ de maïs, surtout en Afrique. Pas avec des robots maintenant, c'est clair. On va utiliser des méthodes beaucoup plus simples et aussi beaucoup plus bon marché. Un gel avec le nématode dedans. Patrick Fallet, ici dans le public aussi, a fait sa thèse sur ça. Il a, au premier bout, testé ça dans le labo, plante gel avec tout le plante avec de chenilles, un certain traité avec le gel et le nématode. Et si après 6 jours, on peut voir la différence dans les dégâts faits. Pas mal de dégâts ici. Si on attend encore 5 jours, c'est presque toute la plante est détruite complètement quand la chenille se grandit jusqu'à cette taille-là. Ici, presque pas de blessures. Alors dans le labo, 100% de succès, il faut dire. Alors ça, c'était la raison pour maintenant tester ça aussi en Afrique. Désolé pour l'anglais, mais à Rwanda, on a fait cette expérience en Afrique où on a planté, collaboration avec un groupe local et aussi CABI, une organisation qui s'occupe de la recherche dans le pays en développement, qui sont là-bas aussi à Delmo, ici en Suisse. Avec eux, on a fait des expériences où 3 types de traitement de la plante. Une parcelle était traitée avec le gel, ils sont en train d'injecter le gel ici dans le centre de la plante. La morphologie de maïs est idéale pour ça, c'est exactement où le chenille se trouve aussi, le centre. Et il y a 3 autres types de parcelles, une parcelle où on n'a rien fait, parcelle où on a traité avec une autre formulation de nématode, une deuxième commerciale, quelque chose de commercial, et aussi avec un pesticide qui est maintenant utilisé partout en Afrique. Et ici, Patrick, très content, après 2 jours, il a trouvé déjà des chenilles mortes sur la plante. Il a transporté dans le labo et constaté, oui, ils sont tués par des nématodes. Très, très bien marché. Le centre de ces plantes traitées avec le gel, c'est très, très propre, pas de blessures. Et ça, c'est clairement différent pour le parcelle contrôle qu'on voit ici, une de ces parcelles où il y a beaucoup de dégâts. Ils ont, après plusieurs semaines, mesuré le dégât et compté, ça c'est en train de faire ça, le nombre de chenilles sur la plante. Et aussi, et ça c'est le plus important, c'est le récolte après. Alors ici, un des résultats, ici on va voir le dégât, taux de dégâts sur la plante avec les 4 traitements. Non? On a des plantes contrôle non traitées, un autre type de nématode, une formulation de nématode, le gel avec le nématode et le pesticide en rouge. Et voilà le résultat au niveau des dégâts pendant la saison. Ils ont appliqué le traitement 3 fois, juste au début et ici, encore ici. Et on voit énormément
de différence dans les gars. Le noir, ça indique le plan de contrôle. Le vert, c'est notre gel avec le nématode. Ça, c'est déjà très intéressant. Et on sait maintenant aussi, peut-être si on traite chaque semaine, ça sera encore beaucoup plus efficace. Mais qu'est-ce qui compte, c'est la récolte à la fin de saison et l'expérience qu'ils ont faite la dernière fois. On a aussi trouvé une très claire différence dans la récolte. Plan de contrôle, ils produisent toujours de maïs, 5,5 tonnes par hectare, mais c'était beaucoup plus important cette récolte pour 1 tonne de plus par hectare pour la plante traitée avec le gel, et c'était un petit peu, pas statistiquement, mieux que le pesticide. Il faut dire qu'on a traité seulement le centre de la plante avec le pesticide. Non. Si on spraye partout, on fait normalement, peut-être les résultats sont un petit peu différents. Mais déjà, clairement, le gel peut jouer un très bon rôle pour remplacer ces pesticides qui sont utilisés maintenant dans cette énorme quantité en Afrique et aussi en Asie. Et on voit, sans protection, c'est vraiment quelque chose extrêmement dangereux pour l'environnement et surtout pour les agriculteurs. Alors, on est toujours en train de faire cette recherche. Moi, je vais prendre ma retraite cet été, mais si mes collègues me laissent, je ne vais pas arrêter de travailler ici, continuer avec la recherche. On a encore de financement européen et aussi suisse pour continuer avec le capteur et continuer avec le nématode. Pour l'Afrique, on propose ce grand seringe ou pistolet à colle où il peut injecter dans leur plante le gel avec le nématode. Ça paraît beaucoup de travail, mais c'est moins de travail qu'ils font maintenant. Ils vont même dans le champ pour tuer le chenille à la main. Et ça, c'est normalement trop tard parce que les chenilles sont déjà très grands. Alors, au niveau du travail, c'est vraiment raisonnable. Et au niveau coût, on espère, avec collaboration avec l'Institut de recherche en Kenya aussi, diminuer les coûts pour que ça sera acceptable pour les agriculteurs africains. Pour ici, pour les États-Unis, pour la Chine, on a cette idée d'utiliser des robots. Ça, c'est une autre version de robot de EcoRobotics. On a déjà testé où ils peuvent sprayer notre nématode, ils survivent. Il faut, pour le moment, sprayer trop de nématodes pour vraiment tuer tous les chenilles dans un champ sans savoir quelle plante est attaquée. Alors, il faut ce capteur pour rendre ça aussi raisonnable au niveau de coût. Alors, ça, c'est ChatGPT. Quand j'ai demandé de faire un dessin de la future de notre recherche, et ça, c'est pas loin que j'ai dans ma tête, sprayer, pas de pesticides, mais de nématodes sur la plante que le robot a trouvé comme quelque chose qui produit une odeur qui indique que cette plante est attaquée par la chenille. Ça, on va continuer. Je vais vous laisser avec quelques conclusions assez simples. Premier, c'est la plante libère des odeurs spécifiques en réponse aux attaques des insectes. Des capteurs peuvent être utilisés pour identifier les attaquants sur base de ces odeurs. Les appareils robotiques équipés avec ces capteurs pourraient peut-être utilisés par les agriculteurs pour l'information en temps réel pour la présence de ravageurs et après cette approche peut être combinée avec sprayer ou traiter la plante avec les nématodes pour tuer les ravageurs comme la chenille légionnaire d'automne qui va arriver en Suisse aussi bientôt. On espère d'avoir une solution avancée ici. Alors juste pour finir, je vais encore remercier les personnes qui ont aussi aidé beaucoup, surtout en Suisse avec les recherches. Ouais, on a déjà mentionné ça aujourd'hui dans notre
conseil de faculté que moi je ne fais rien, ce sont les autres qui font le travail maintenant. Mais à l'époque, quand doctorant, j'ai fait les choses. Mais je veux juste dire que j'ai eu beaucoup de chance. Il faut de chance avec la recherche, découvrir quelque chose comme ça, c'est juste un aspect de chance et on peut renforcer la chance, mais c'est la chance. J'ai aussi la chance de travailler avec cette équipe aux États-Unis extrêmement compétente que j'ai mentionnée. C'est vraiment triste, mais la plupart des personnes qu'on voit ici ne sont pas plus vivantes. Ça, c'était une époque pour moi où j'ai appris beaucoup de choses. Je vais remercier le canton, la ville de Neuchâtel pour le soutien de l'université et pour ce soutien, c'est aussi un soutien pour moi. On est super content de vivre ici et on va rester ici, même comme étrangère encore. Content et remerciements aussi pour tout le monde dans ce bâtiment où j'ai déjà fait ça un petit peu avec le collègue. Les collègues sont super constructifs et sympathiques. J'ai travaillé à 4 différentes universités. C'est clairement beaucoup plus sympathique ici qu'ailleurs. Et ça aide aussi avec la recherche. Si on a besoin de quelque chose, infrastructure, appareil, tout ça, et tout le monde nous aide. Ça, c'était le premier petit groupe avec lequel j'ai travaillé. Tout à droite, Sandrine Goguinier, c'est dans le public aussi, qui a commencé, c'était la première doctorante étrangère, elle est française, qui a travaillé avec moi. Thomas Degen, la plupart d'entre vous connaissez lui ici, il était ici pendant très très longtemps. J'ai commencé dans le groupe de Martine Rayet, qui est ici dans le public. Merci Martine pour me laisser travailler avec toi, juste être sûr aussi, cette pôle de recherche lancée par Martine, elle était directeur avant moi de cette pôle de recherche survie des plantes. Et comme le recteur a mentionné, ça donnait énormément de possibilités pour continuer notre recherche comme on le fait. Ça, c'est le groupe ici aussi de personnes qui ont géré cette pôle de recherche. Je suis très, très content que Carole, tout à droite, est ici aussi. Igor Slepny aussi fait partie ici dans le public. Encore beaucoup de personnes. Il y a sûrement une centaine de noms que je dois mentionner. J'ai juste montré la photo. Quelques personnes sont là. De notre part, il y a la dernière photo de groupe qu'on a fait. Maintenant, le groupe est beaucoup plus petit parce que je prends ma retraite. Mais ça, c'est une personne de nouveau super compétente qui ont fait cette recherche de laquelle j'ai parlé. Parmi eux, il y a Gregory Röder qui a fait cette première expérience avec les petits capteurs japonais. Et plusieurs personnes, Carla et Marine, Wenfeng, je vais mentionner quelques noms encore, qui sont à Rouen, tout à droite, qui ont fait ce travail avec les capteurs. Je suis super content d'avoir travaillé avec eux. Je les remercie. Je remercie aussi ma petite famille qui s'est commencé ici. Nos fils sont nés ici, grandis ici, comme vous voyez. Et une ici qui me dit toujours mon français est nul. Et je le remercie infiniment. Merci aussi à la Fondation Marcel Benoît, le président représenté ici, aussi le secrétaire. Merci beaucoup pour ça. C'était vraiment incroyable de recevoir ce prix. Et je remercie aussi vous, le public, pour être venu ici. J'espère que vous n'êtes pas trop dessus, mais vous avez compris, surtout avec le visuel, peut-être moins avec ma voix, mon français, qu'est-ce qu'il voulait dire. Un grand merci à tout le monde.